Bonjour François-Olivier Gisbert, vous êtes journaliste et écrivain. Bonjour à vous. Emmanuel Macron poursuit ses consultations aujourd'hui en vue de nommer un nouveau Premier ministre. Plus de 5 semaines, on le rappelle, après la démission du gouvernement Attal. Est-ce que vous jugez ce matin que Jupiter s'est transformé en Chronos ? Oui, on pourrait dire autre chose. D'ailleurs, c'est un peu Gribouille qui se prend quand même toujours un peu pour Merlin l'Enchanteur. Mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que, bon, après cette séquence magnifique, il faut le dire, des JO qui sont très bien passés, et là, bravo le président, parce que c'est quand même lui qui était en charge. Pas que. Pas que. Il y avait Thomas Estanguet, etc. Mais c'est vrai que, bon, on sait qu'il s'est occupé des choses de très très près. Donc, bravo. Simplement, maintenant, il y a le retour à la réalité. Et c'est quoi le retour à la réalité ? C'est la dette. C'est la dette parce que ça va être un problème. C'est-à-dire, nous. Pourtant, personne n'en parle. Jamais. Mais nous risquons de devenir une proie pour les marchés financiers. Vous savez, les Français, notamment la gauche, disent toujours, mais c'est pas grave. On va faire payer les riches, on va faire, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrive quelque chose qui est arrivé à la Grèce, qui est arrivé à l'Italie aussi. Vous pensez que la France peut être en faillite ? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, à un moment donné, pressé par les marchés, on est obligé de prendre des mesures pour gérer bien. C'est-à-dire, pour l'instant, on a très mal géré depuis longtemps la France. Être mis sous tutelle, quasiment. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce à l'époque. Oui, mais c'est comme ça que ça risque de se terminer. Et c'est pour ça que je le dis, et il faut le répéter. Les Français n'en ont pas conscience, mais plus de 3 000 milliards de dettes, c'est de la démence, d'autant plus que c'est une dette qui est souvent, contrairement par exemple à ce qui peut se passer pour l'Italie ou le Japon, c'est une dette qui est souvent étrangère. Et pas n'importe qui, c'est-à-dire c'est le Qatar. D'ailleurs, vous savez, quand l'émir du Qatar vient, tout le monde était à genoux, à rappeler, etc. Aussi. Parce que après, c'est également la Chine, effectivement. Et donc, ce sont des dettes qu'on sera obligé de rembourser en partie, en tout cas. Donc ce matin, sur CNews et Europe 1, vous pressez Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre et de s'atteler justement au remboursement de cette dette. C'est très compliqué parce que après ce tease de la dissolution, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant d'ailleurs. Moi, je l'avais dit d'ailleurs moi-même, Mélenchon est l'un des gagnants de cette élection. Ben oui, puisqu'il devait perdre et finalement, il s'en est pas si mal sorti. Mais il n'a pas gagné. Enfin, je veux dire, quand on entend Mathilde Panot dire que, voilà, nous sommes majoritaires, mais c'est absurde. Mais je veux dire, à force de répéter les choses, finalement, parfois, vous savez, les mensonges, à force d'être répétés, ils deviennent des vérités. Bon, et donc, ils prétendent avoir gagné, ils prétendent être le premier groupe, et le premier groupe, jusqu'à nouvel ordre, c'est le Rassemblement National. Et donc, si vous voulez, oui, parce que LFI et Parti Socialiste et les Verts, tout le monde a compris que ça marche plus ensemble, hein. Bon. C'est une coalition. C'est une union de façade. Une union de façade qui est destinée à se fissurer à un moment donné. Je vois pas trop comment ça peut marcher. Et si vous voulez, le vrai sujet, c'est qu'il doit trouver lui. Et c'est ça, si vous voulez, moi, ce que je trouve ce qui est un petit peu triste en ce moment, c'est qu'on voit bien qu'on glisse peu à peu vers une sorte de 4e République. Et là, Emmanuel Macron n'y est absolument pour rien. Et d'ailleurs... Une République des partis. République des partis, ce sont les partis qui décident. Et d'ailleurs, il y a un grand moment comique dans la séquence qu'on vient de vivre. Là, on a eu un moment dans la Commedia dell'arte. C'est Lucie Castet, la candidate désignée par LFI, attention, oui. Parce que elle est soi-disant socialiste, mais enfin, vous avez remarqué qu'elle était socialiste, oui, jusqu'à ce que Hollande soit élu, mais elle était frondeuse, hein, puisque elle est revenue au Parti socialiste qu'après le départ de François Hollande de l'Élysée. Donc, vous voyez, c'est une LFiste, en fait, de tête, de cerveau. Et à la botte de Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, forcément. Mais bien sûr, il est à la manœuvre. Il est très bon, Mélenchon, d'ailleurs, comme d'habitude. C'est un grand politique dans cette séquence. Et il dit d'ailleurs, nous sommes pour le soutien à sa participation. Vous voyez, c'est génial. C'est génial. Sa tactique de cette semaine. Donc, intelligente politicienne stérile, selon vous. Justement, ce qu'il a dit ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, sur le fait qu'il ouvre la porte à un gouvernement du nouveau Front populaire sans des membres de la France insoumise. Oui, mais c'est malin, puisque de toute façon, je veux dire, avec Lucie Castet, il a quelqu'un, voilà, mais de toute façon, qui va travailler avec lui, parce qu'elle est dans le même état d'esprit, politiquement, sur le plan économique. Mais Lucie Castet, je veux dire, parce que c'est un grand moment comique, faut quand même le dire. Oui, alors donc, je suis prête, nous sommes prêts, maintenant, le président doit prendre ses responsabilités et me nommer président de la République. Non, c'est un pays de fous. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas lu la Constitution, mais ils s'en foutent. C'est vrai qu'ils voulaient sortir la 5e République. La 5e République, c'est le président qui choisit. Et le président a encore des pouvoirs. Et le président, il ne faut pas oublier, il peut encore utiliser l'article 16 qu'il a à sa disposition. Il peut encore utiliser l'article 16, notamment pour faire voter le budget à un moment donné, parce que là, on va vers un gros problème. S'il n'y a pas de budget, parce que s'il attend, alors,
c'est vrai qu'il a toujours un mal fou à prendre des décisions, Emmanuel Macron. C'est la procrastination, vraiment, c'est une montagne de procrastination, Emmanuel Macron. Mais, là, il ne peut pas se tromper. Parce que une motion de censure, 2 motions de censure, vous voyez, contre des premiers ministres nommés, etc., on risque d'arriver dans une situation extrêmement compliquée. Il pourrait prendre la parole dans les prochaines heures. Que peut-il dire aux Français en ce moment, compte tenu de cette impasse politique que vous décrivez depuis plusieurs minutes sur CNews Europe 1 ? Je pense qu'il ne devrait pas parler tout le temps. Vous savez, il y a eu des... Il devrait s'abstenir cette fois-ci ? Non, il parle tout le temps, il parle trop. C'est vrai que ça marche encore, puisque souvent il dit des choses, mais je veux dire, il croit que parler, c'est gouverner, ou décider. Parler, ça n'est pas décider. Et je pense qu'il doit parler dans des moments importants pour le pays, et je ne suis pas sûr que la nomination de ce Premier ministre soit un moment important. Je veux dire, pourquoi ? Parce qu'on a parlé de ses problèmes, dette, contrôle de l'immigration, antisémitisme aussi, flambée d'antisémitisme. On va en parler. Bon, il y a 1000 sujets très importants. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre, avec la majorité qu'il aura, c'est-à-dire de fait de briques et de brocs et de circonstances et à géométrie variable, une sorte de majorité d'idées, mais je ne suis même pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr qu'il pourra régler les problèmes. Oui, parce que là, il est là pendant... Le président de la République ne pouvant pas dissoudre pendant 1 an, en plus, l'Assemblée va être infernale. Hein, quand il y a la menace de la dissolution, les assemblées se tiennent tranquilles, parfois, enfin, font attention. Mais quand il n'y a plus de menace, ça risque d'être un peu le délire, hein, notamment du côté de LFI. Et il y a un parti qui semble ne pas se sentir concerné par cette séquence qui se joue en ce moment, c'est le Rassemblement National. Peu importe le Premier ministre, il se retrouvera dans une impasse, a expliqué Jordan Bardella, nos confrères du journal du dimanche. Est-ce qu'ils sont de simples spectateurs de cette séquence politique ? Non, ils engrangent. C'est tout. Mais ce que je veux dire que, oui, ils sont pas passifs parce qu'ils préparent, ils ont intérêt, parce que là, s'ils ont perdu, c'est aussi parce que je pense que les Français pensaient qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Mais en fait, ils engrangent et ils pensent que la situation actuelle va les favoriser. C'est sûr que c'est devenu aujourd'hui le Rassemblement National un parti attrape-tout, comme pouvait l'être d'ailleurs le Parti Socialiste ou le RPR dans les années 70, 80, etc. Et donc c'est un parti qui, pour l'instant, il avance et il ramasse tout ce qu'il peut partout pour essayer de coaguler. Mais il faut quand même qu'il s'organise, qu'il pense à un programme, qui n'accepte plus les candidats loufoques et absurdes, parce qu'il y en avait quand même un paquet. Non, je crois que ça a beaucoup joué. Donc voilà, il est dans une phase de préparation. Mais la séquence pour lui n'est pas si mauvaise. C'est-à-dire qu'il apparaît aujourd'hui comme l'ex-vainqueur qui a été piétiné, saccagé, qui a été victime d'une espèce d'opération, puisque entre nous, ça ressemblait beaucoup à un truc absurde et absolument répugnant d'ailleurs de la 4e République qui s'appelait la loi des apparentements, qui avait été votée en fait pour permettre de faire des accords, la troisième force, vous savez, les centristes de l'époque, pour empêcher le RPF du général de Gaulle et le Parti communiste d'avoir trop de députés. Et là, vous avez eu cet accord absolument... Ce qui s'est passé effectivement durant ces législatives. Amoral, il faut bien dire, là on est sorti totalement de la moralité, oui, bien sûr, qui consistait à faire un échange entre, ensemble, c'est-à-dire les macronistes votaient pour le LFI et LFI votait pour ensemble. Hein. Et c'était pas seulement le nouveau Front populaire, c'est-à-dire c'est pas seulement avec le Parti socialiste, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de macronistes qui ont voté LFI et inversement. C'est une sorte de... Ce qui s'est passé effectivement il y a 1 mois et demi durant ces législatives. Aujourd'hui, vous avez Mélenchon là qui donne le là, très souvent d'ailleurs, même aux médias, parce que les gens reprennent. Il dit sans arrêt, mais c'est grâce à nous qu'il y a des macronistes à l'Assemblée nationale. Je vous signale aussi que c'est grâce aux macronistes qu'il y a des LFI à l'Assemblée nationale. Bon, vous avez évoqué l'antisémitisme. Je veux dire, c'est vraiment de la moralité pour moi. Hein, on est sorti vraiment de la morale. Vous avez évoqué l'antisémitisme à l'instant. Après l'attaque de la synagogue de la Grande Motte, l'ensemble de la classe politique a condamné ce qui s'était passé en utilisant des termes différents. Pourtant, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'une partie d'entre elles, une partie de la classe politique alimente cet antisémitisme ? Évidemment. Et j'irai même un peu plus loin. Il y a un certain nombre d'élus de la République qui sont antisémites, qui tiennent des propos antisémites, sous prétexte d'antisionisme. Bien sûr, regardez du côté de la France Insoumise. Et d'ailleurs, ce qui est atroce, je vais vous dire, moi, ce qui m'a vraiment chagriné, et on peut avoir un peu peur pour le pays quand on voit ça, c'est-à-dire ces gens-là, les pires, ils ont été les mieux élus.
Hein, c'est-à-dire que par rapport à leur électorat, ceux qu'ils appellent les quartiers populaires, eh ben, finalement, quand vous êtes catalogué antisémite, ça devient un argument électoral. Ça fait peur. Et je veux dire, aujourd'hui, vous voyez, quand vous entendez Mélenchon qui dit l'antisémitisme est résiduel en France, je vais vous dire, il est en train de devenir systémique. Il devient systémique. C'est pas que l'ensemble de la classe politique est antisémite, que les Français, globalement, sont antisémites, mais il y a un parti qui joue l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que c'est populaire dans certains quartiers populaires, comme ils disent, hein, parce que c'est leur expression pour dire en fait des quartiers où il y a beaucoup d'islamistes ou de musulmans, parce qu'il y a des islamistes aussi en France, il ne faut pas se cacher d'ailleurs. On l'a vu encore avec l'affaire de la Grande Motte. Il y en a, ils circulent, et puis ils ont des liens, ils ont des amis. Et ces gens-là, ils sont... Voilà, c'est très simple, je vais vous dire. Il y a un processus, hein. Vous savez ce que c'est l'antisionisme ? C'est une sorte d'antisémitisme masqué. Pour raison très simple, vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui. On essaie de chasser les Juifs. On veut qu'ils partent. Et où est-ce qu'ils vont aller, les Juifs ? Ils vont certainement parler. Ben oui, bien sûr. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée des islamistes. Il faut qu'ils partent. Vous savez, ils ont fait ça partout. Hein. Nous sommes face à une sorte de gazaouisation de la vie politique française. Quand ils sont arrivés en Algérie, vous savez, les Arabes... Excusez-moi ce néologisme. C'est intéressant d'ailleurs, quand ils sont arrivés en Algérie, parce que faut pas oublier que l'Algérie était colonisée par les Arabes. Macron ne le savait pas quand il a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Il ne savait pas sans doute d'ailleurs qu'il insultait les Arabes qui sont au pouvoir aujourd'hui en Algérie, parce qu'il ne faut pas oublier les Berbères qui étaient là avant, les Kabyles, les Juifs qui étaient là bien avant les Arabes, qui sont arrivés au 7e siècle, les conquêtes arabes, dans les conquêtes arabes, et les Juifs ont été chassés. Ils ont été chassés en 1962. Ils étaient là bien avant. Donc, si vous voulez, et l'idée toujours, c'est l'obsession antisémite, disons, de certains musulmans, pas de tous, certainement pas. Au contraire, il y a même un philosémitisme dans certaines couches musulmanes. Mais l'idée, c'est toujours de les chasser. Et donc là, on veut qu'ils aillent en Israël. Et après... vous avez vu le Hamas qui quand même donne, le ton chez certains élus LFistes. Le Hamas dit jamais Israël, parce qu'Israël n'existe pas. Israël doit être détruit. Donc on l'appelle l'entité sioniste. Et si vous voulez, toute l'affaire, c'est ça aussi. Moi, j'ai toujours combattu Netanyahou. Je ne suis pas juif et je regarde cette affaire. C'est scandaleux. Les juifs c'est leur territoire depuis 3000 ans. Ils sont là depuis toujours. Ils ont été envahis par tout le monde, par les Arabes, par les Perses, par les Ottomans, etc. Ils sont toujours revenus. Bon, c'est leur terre. C'est aussi une terre arabe. Il faut la partager, bien entendu. Mais comment voulez-vous faire un État palestinien ? Je suis pour, évidemment, un État palestinien depuis toujours. Mais comment voulez-vous faire un État palestinien quand personne ne veut discuter avec vous? Il y a eu un moment où c'était possible, c'est vrai, quand il y avait des grands dirigeants israéliens, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, qui ont fait la paix avec Arafat, qui était un ancien terroriste qui s'était converti en homme de paix, qui était un grand monsieur. Bon, mais Arafat, il est mort, tout le monde est mort, enfin voilà, tout le monde est mort aujourd'hui. Et on est dans une autre histoire avec Netanyahou, qui n'est pas un grand politique, ça c'est clair, mais qui fait ce qu'il peut de toute façon. C'est impossible. Quand Macron dit on va faire un État palestinien, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Est-ce que vous craignez aujourd'hui un embrasement justement par rapport à ce qui s'est passé ces dernières heures dans la région ? Ce que je trouve atroce, c'est qu'en France aujourd'hui, on pousse les Juifs à partir, enfin une certaine catégorie de la population, et que là-bas, on veut détruire Israël. Et c'est ça qui est affreux. Si vous voulez, c'est pour ça que l'antisionisme, comme on dit, c'est une fadaise. Voilà. C'est la réalité, c'est que ces gens-là veulent la destruction des Juifs. Mais c'est ça l'idée. C'est ça depuis le début. Donc, alors après, c'est vrai qu'on peut... Moi, je condamne les bombardements, je suis triste quand je vois... Évidemment, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une espèce d'international. Vous voyez, on parle toujours de national et juif. Je vais vous dire, il y a une internationale antisémite. Il y a une internationale anti-juive aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut dire. Et tous ceux qui disent le contraire sont complices de ce projet infâme. Et tout ça, je trouve ça profondément répugnant. Et c'est contraire à tous les gènes de la France. La France, le pays des Lumières, le pays des justes. La France qui est un beau pays, qui est un grand pays. Et vous savez, les Juifs, ils sont consubstantiels aussi à l'identité française. Merci beaucoup François-Xavier Gisbert, c'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes journaliste, écrivain, éditorialiste au Point et nous voyons l'un de vos derniers ouvrages, Tragédie française.